Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, l'escalade de la violence au Proche-Orient et nous nous arrêterons sur un nouveau phénomène, la participation de femmes palestiniennes aux émeutes au même titre que les hommes. Nous ferons le point également sur la situation en Turquie après l'attentat sanglant d'Ankara. Nous verrons l'impact de cette attaque sur les législatives du 1er novembre. Pour terminer, nous étudierons les chances du prince jordanien Ali Ben Hussein d'accéder à la tête de la FIFA en février prochain. Guerre des couteaux, troisième intifada, peu importe les termes, rien ne semble pouvoir arrêter l'escalade de la violence au Proche-Orient. Depuis 2 semaines, les attaques à l'arme blanche se succèdent et les affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne, aussi bien en Cisjordanie qu'à la frontière avec la bande de Gaza, s'intensifient. Le bilan s'alourdit chaque jour davantage. Cédric Ferreira. C'est la confusion chez les secours. Une attaque vient tout juste d'avoir lieu. Un Palestinien a foncé avec sa voiture sur un arrêt de bus de Jérusalem-Ouest. L'homme s'est ensuite extrait de son véhicule avant de poignarder des piétons. La police l'a blessé par balle avant de l'arrêter. Les gens ont commencé à courir spontanément et une foule s'est formée. J'ai pris mon pistolet, je me suis mis à courir aussi. Mais au moment où je suis arrivé, il y avait la police et des soldats et j'ai entendu des tirs. C'est la journée la plus sanglante à Jérusalem depuis l'escalade des violences, le 1er octobre. Quelques minutes plus tôt, un autre attentat a eu lieu, cette fois dans le quartier est de la ville, partie palestinienne occupée et annexée par Israël. Un bus transportant 15 personnes dans le quartier juif Armon HaNatsif a été pris pour cible. 2 assaillants ont ouvert le feu et poignardé des passagers. L'un des terroristes avait un pistolet, l'autre un couteau. Les terroristes ont été blessés par balle. L'un d'entre eux a été tué, l'autre a été blessé et arrêté. La journée avait commencé par une première attaque à Ra'anana, dans la banlieue nord de Tel Aviv. À un arrêt de bus situé sur la principale artère de la ville, un Palestinien a blessé un Israélien avec un couteau avant d'être maîtrisé par des passants en attendant l'arrivée de la police. Après l'assassinat de 2 colons en Cisjordanie au début du mois, les tensions entre Israéliens et Palestiniens se sont brutalement amplifiées. Depuis plus de 10 jours, les agressions mutuelles sont permanentes. Côté palestinien, le mouvement actuel a une particularité, la présence de femmes et de très jeunes filles dans ses rangs. Comme les hommes, elles enroulent leur kéfier sur leur visage pour ne pas être reconnues. Elles lancent des pierres et se munissent même pour certaines d'armes blanches. Elles revendiquent leur participation à ce soulèvement et leur égalité avec les hommes. Dans les émeutes, kéfier sur le visage, pierre ou lance-pierre entre les mains. De Gaza à Ramallah, elles occupent désormais une place en première ligne dans les affrontements avec les forces israéliennes. Nous continuerons à leur dire et à leur répéter « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand ». Depuis le début de la crise il y a 10 jours, de nombreuses Palestiniennes ont choisi de descendre dans la rue. Celle-ci vient de se faire arrêter par les soldats. Tu joues les gros bras avec une femme? Tu joues les gros bras, c'est ça? À Gaza, hier, des étudiantes manifestaient, revendiquant haut et fort ce rôle nouveau dans la contestation anti-israélienne. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent se battre. Les femmes aussi veulent participer. Pas seulement avec les mots ou avec les pierres, mais aussi avec les couteaux et les armes. Plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs passées à l'acte ces derniers jours. Attaque à l'arme blanche, comme ici près du mur des Lamentations. Il y a 2 jours, à Afoulah, une femme ici en vert brandit un couteau à la gare routière. Selon plusieurs témoins, elle vient de tenter de poignarder un agent de sécurité israélien. Elle est mise en joue par les policiers qui multiplient les sommations pour qu'elle pose son arme. En vain. Des coups de feu résonnent. Une série de tirs dans les jambes, affirme la police. Blessée mais consciente, elle sera évacuée vers l'hôpital quelques minutes plus tard. Ces femmes sont des terroristes comme les autres, affirment les autorités israéliennes. De nouvelles militantes bienvenues, disent plutôt certains Palestiniens. Des émeutières souvent très jeunes qui alimentent à leur niveau ce nouveau cycle de violence. La Turquie a été meurtrie samedi par un attentat sanglant. La double attaque visait une manifestation pacifiste organisée par le HDP, principal parti d'opposition et autres organisations syndicales et partis de gauche. Le bilan est de 97 morts et plus de 100 blessés selon les autorités. Le HDP avance quant à lui le chiffre de 128 morts. Un désaccord qui dépasse la guerre des chiffres entre le parti pro-kurde et le gouvernement. Les tensions sont vives depuis l'attaque. Des 2 côtés, on se rejette la responsabilité du carnage. Mais qui va en payer le prix dans les urnes à 2 semaines des législatives? Écoutez l'analyse de Marc Semo, rédacteur en chef des Pages Monde à Libération. Il répondait aux questions de Florent Rodeau et Jonathan Walsh.
Cet attentat ravive toutes les fractures. C'est un peu le 11 septembre à la turque. C'est le plus grave attentat jamais commis en Turquie. Si on se souvient de ce qui s'était passé aux États-Unis, en France après les attaques contre Charlie, la population fait bloc. Or là, ce qu'on voit au contraire, c'est que le premier réflexe des gens qui ont été visés, la gauche, les Kurdes, c'est de dire Erdogan assassin. La Turquie aujourd'hui est un pays où tout le monde commence à se méfier de tout le monde, dans un climat où on sent quasiment l'ombre d'une guerre civile si les choses continuent à dégénérer de la sorte. Et ça, c'est quand même la chose la plus inquiétante aujourd'hui. Vraisemblablement, le parti kurde en sortira quand même renforcé dans la mesure où il y a un effet de solidarité avec ce parti, c'est vraisemblable. En même temps, on ne peut pas exclure qu'une partie de l'opinion s'inquiète du risque de chaos et se tourne vers l'homme fort, même s'il est de plus en plus évident aujourd'hui que Erdogan est le principal facteur d'instabilité de la Turquie. Le principal danger, c'est que ces élections du 1er novembre donnent des résultats similaires à celles du 7 juin et que la Turquie, après le 1er novembre, soit toujours aussi ingouvernable. Erdogan avait eu le courage politique d'ouvrir, il y a 2 ans et demi, un processus de négociation directement avec Abdullah Öcalan, le leader du PKK, condamné à la prison à vie. Ce processus, peu à peu, s'est enlisé, mais malgré tout, Erdogan l'avait lancé. Ensuite, dans une logique de campagne électorale, pour obtenir cette majorité des 2/3 qu'il appelait de ses voeux pour pouvoir transformer la Turquie en un régime présidentiel et garantir son pouvoir, Erdogan, qui est quand même dans une dérive très autocratique, a joué à fond la carte du nationalisme. Il a rallumé le conflit avec le PKK lui-même a relancé la guerre parce que le PKK, toute une partie du PKK pense c'est le moment ou jamais d'obtenir un État kurde. Donc pour toutes ces raisons, l'histoire s'est emballée. En tant que président élu au suffrage universel, il a un incontestable prestige, et son prestige est énormément entamé. Il a aujourd'hui surtout un pouvoir de nuisance. La Constitution ne lui donne pas beaucoup de pouvoir, c'est pour ça qu'il veut un changement de régime à un régime présidentiel, mais il a réellement un pouvoir de nuisance. Le Parlement iranien a approuvé l'accord sur le nucléaire conclu en juillet dernier entre Téhéran et les grandes puissances. Les parlementaires ont toutefois réclamé un encadrement strict des inspections internationales sur les sites militaires iraniens. Le sort du journaliste irano-américain Jason Rezaian, toujours préoccupant. Dimanche, le tribunal révolutionnaire de Téhéran l'a condamné sans préciser la sentence. Le correspondant du Washington Post à Téhéran est jugé pour espionnage et collaboration avec des gouvernements hostiles, faits pour lesquels il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Quelles sont les chances du prince Ali bin Hussein de Jordanie d'accéder à la tête de la FIFA lorsque le président sortant Sepp Blatter et Michel Platini, président de l'UEFA, sont suspendus pour des soupçons de corruption? Plutôt bonne, surtout lorsque l'on sait que le prince avait axé sa campagne sur la transparence. Pas de pronostic pour l'instant, la prochaine élection est programmée en février 2016. Nos équipes ont suivi le candidat à domicile pendant le match Jordanie-Australie. Nous sommes au stade d'Amman, la capitale de la Jordanie. L'équipe nationale vient de battre l'Australie 2-0 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Une victoire improbable pour ce pays qui n'a jamais été sélectionné dans un mondial. Un triomphe que savoure le prince Ali bin Hussein, président de la Fédération de football de Jordanie. Aujourd'hui, le frère du roi Abdallah II est surtout connu pour être le candidat aux mains propres à la présidence de la FIFA. Il est l'un de ceux qui a poussé à la publication d'un rapport sur la corruption au sein de l'organisation. Le combat de David contre Goliath, un peu à l'image du match de ce soir. Je suis très content, c'est merveilleux. L'Australie est le champion d'Asie, mais nos joueurs ont montré ce qu'ils savaient faire ce soir. La Jordanie pourrait devenir une nation du football? Oui, je l'espère. Merci. L'optimisme est de rigueur. La nouvelle est tombée un peu plus tôt cet après-midi. Michel Platini, le principal rival du prince à l'élection, vient d'être suspendu de ses fonctions au sein de la fédération. L'ancienne icône du football est soupçonnée par la justice d'avoir touché des pots de vin pour l'attribution de la Coupe du Monde. La FIFA, il faut qu'on la redresse, qu'on redore son blason.
Le football est le sport le plus populaire au monde et malheureusement, l'organisation a mauvaise réputation. Il faut qu'on s'engage à la redresser avec du sang neuf, de nouvelles idées. Il faut changer les mentalités et quelqu'un qui représente les générations futures. À la sortie du stade, distribution de t-shirts pour la campagne du Prince. Aux dernières élections, en mai dernier, Ali Bin Hussein, 39 ans, avait perdu de 60 voix face au tout-puissant Sepp Blatter. Et ce soir, les supporters veulent croire en des lendemains radieux pour le football en Jordanie. Notre rôle va changer si le prince devient président de la FIFA. Depuis qu'il dirige la fédération ici, notre équipe est beaucoup plus forte. S'il est élu lors des prochaines élections, le prince Ali serait le premier président de la FIFA à ne pas être européen ou américain. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.